Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite d'itinéraire d'une photo où je vais donc faire le post-traitement de cette photo réalisée dans la passerelle Airbat à Namur. Alors, on va tenter donc d'arriver à cette photo que vous pouvez voir ici à l'écran, donc avec un certain color grading qui s'appelle le look teal orange que je vous montrerai tout de suite. Donc sans plus tarder, partons dans la sélection des photos. Alors, je suis dans mon dossier Namur. Et donc je vois qu'il y a 850 photos, donc on va trier celles qui nous intéressent ici. Donc à partir du moment où je suis arrivé sur les lieux, là c'est la gare de Namur, voilà. Voilà. Donc à partir d'ici, j'ai commencé la partie shooting dans cette fameuse passerelle Airbat. Et donc j'ai terminé à cet endroit d'ailleurs. Je maintiens Shift, je les sélectionne toutes et j'appuie sur B pour les placer dans la collection rapide, pour les isoler. Voilà. Alors, juste qu'il y avait déjà d'autres photos dans la collection rapide, donc je vais les enlever pour ne pas être dérangé. Alors, quand vous enlevez les photos de la collection rapide, ça n'a rien à... Vous ne les enlevez pas de l'ordinateur, hein. C'est juste que vous les enlevez de cette collection. Vous ne les enlevez pas non plus du catalogue Lightroom. Voilà. Donc, on va commencer la procédure de tri. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la plupart des photos sont sous-exposées. On le voit comme ça en petit, elles sont très sombres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez l'histogramme à gauche, vous voyez qu'il y avait un très fort risque de surexposition, car le ciel était blanc. Et donc vous voyez qu'ici je suis tout juste en fait. Vous voyez qu'il y a quelques petites informations. Et donc, plutôt que de braqueter chaque séquence, j'ai préféré donc légèrement sous-exposer. Comme on n'a pas envie de braqueter parce que sinon ça multiplie trop les fichiers, et bien à ce moment-là, protéger votre lumière, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc ce qu'on va faire pour éviter de voir des photos trop sombres et donc difficilement comparables, c'est qu'on va remonter leur exposition à toutes globalement. Donc je maintiens Shift. Alors je vais d'abord réinitialiser ces deux-ci, commande Shift R, puisque celle-ci est une copie virtuelle de la première qui me permet de conserver le traitement que j'ai déjà réalisé auparavant. Donc, commande A, donc j'appuie sur D pour passer en développement. Et donc ici, je vais activer la synchronisation automatique, voilà, afin que le traitement que je vais appliquer sur une va s'appliquer automatiquement sur les autres. Donc ici, à vue de nez, je vais augmenter surtout l'expo, voilà, à mon avis d'un diaphragme, voire plus même, oui, 1,32. Là, j'ai carrément monté 2 stops. On va voir si, du coup, on a la surexposition. Vous voyez qu'en fait, je pouvais monter de 2 stops sur le terrain, mais je n'ai pas voulu prendre de risque. Car je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore vu, d'ailleurs, vous pouvez le faire en regardant en cliquant sur le lien ici en haut à droite, ici en haut de la droite de la vidéo. La partie prise de vue n'était pas évidente du tout puisque je suis à ras du sol avec donc une très mauvaise visibilité de mon écran Live View. Je repasse en bibliothèque et je vais aller dans photo et cocher, vérifier donc que avance automatique est coché, ce qui va me permettre en fait de chaque fois que j'attribue un label à une photo, il passe automatiquement à la suivante sans que j'ai à cliquer. Sinon, vous pouvez activer ce comportement également en maintenant la touche Caps Lock, donc la touche verrouillage des majuscules enfoncé. Donc, voici les photos, je vais vite les parcourir. Alors, ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour éviter de passer comme ceci 241 photos en revue, c'est les afficher en plus grand. Donc, je vais enlever le film fixe en bas, donc Shift F6, F6, voilà, j'ai pas besoin non plus de la barre d'outils pour le moment, et je peux virer les panneaux latéraux, Shift F pour agrandir l'interface, et voilà, là j'ai vraiment une interface qui me permet de voir bien toutes les photos. Je peux même appuyer sur la touche $ pour cacher les filtres. Et si je veux, je peux encore ici, voilà, venir réduire ça. C'est la bande noire en haut pour vraiment avoir une vue sur l'ensemble des images. Alors, je n'ai pas besoin à ce stade de voir le nom du fichier, donc j'appuie sur J, voilà, pour ne plus voir que les miniatures. Alors, j'appuie sur plus pour les agrandir, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire du survol, c'est-à-dire je vais rapidement voir celles qui potentiellement, comme ça en petit, présentent un intérêt. Donc celle-ci a l'air pas mal. J'appuie sur 1.
Vous voyez que la note ne s'affiche pas parce que je dois appuyer sur J pour faire apparaître les autres détails, hein. Voilà. Mais rassurez-vous, la note est bien là. Ça a l'air pas mal. Ok, ici on a un croisement. Ouais. Ok, deux personnages au fond, je vais quand même regarder. Une étoile. Là, ils sont beaucoup plus petits. Là, c'est plus ou moins toujours le même cadrage. Ah, ici, on a des piétons avec des couleurs. Ça peut être sympa, mais j'ai l'impression qu'elle est floue. Oui, c'est ça. Je repasse en gris G. Elle est trop floue. Alors, d'autres passants. Donc là, par exemple, ce que je n'aime pas, c'est un peu le défaut des objectifs ultra grand angle, c'est qu'ils déforment assez fort les personnages, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Vous voyez, la tête, tout est tiré, tout allongé. Ça se corrige, mais c'est compliqué. Donc a priori, sauf photo exceptionnelle, je ne vais pas conserver ces photos. Donc là, j'arrive au stade où j'ai placé la boule de cristal, ce qui m'intéresse le plus, puisque j'ai envie d'utiliser ce type de photo, car je trouvais le résultat assez graphique. Ok, ça c'est pas trop mal. Alors, je vois que j'ai rapproché la boule. Ok. Donc, est-ce que je vais en utiliser une ou deux? À ce stade-ci, je ne sais pas encore, donc je lui donne un. Voilà, ça m'a l'air encore plus proche. Je regarde vite fait en grand. Un. Ah, là j'ai la boule avec un passant. Ça peut être potentiellement intéressant. Donc, je lui donne également un. Alors là, j'ai changé de cadrage et j'ai opté donc pour un cadrage en mode paysage. Ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a des personnages ici. Ici, ils m'ont l'air pas trop mal placés. Allez, on va lui donner un. Ici, ça m'a l'air pas trop mal non plus. Donc, vous voyez, ce travail de dégrossissement me permet de sélectionner grosso modo les photos qui ont du potentiel. Alors peut-être je me trompe parce que je les vois relativement petits, mais quand même, si déjà en petit ça marche, il y a de fortes chances qu'en grand ça marche encore mieux. Évidemment, il peut y avoir des défauts dans l'image, c'est pour ça qu'ensuite on va les comparer l'une par rapport à l'autre. Donc là, c'est la photo sans personnage. Là, c'est avec moi dedans. Là, je suis plus... bon, on va en sélectionner une, on va voir. Alors, là, je vois que j'ai placé les deux boules. Donc là, c'est pas mal. Il y a un personnage au milieu, tiens, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Donc, je regarde un petit peu la position. Celle-là m'a l'air pas trop mal. Voilà. Et pourquoi pas une où il est beaucoup plus avancé. Ok. Puis, j'ai les deux boules toutes seules. Un. Et ensuite, je suis passé en format portrait. Alors, je vois sur les premières qu'il y a le cache objectif qui est visible, ici en bas. Mais bon, peut-être qu'en recadrant, le problème ne se poserait pas. Je vais d'abord regarder s'il n'y en a pas des plus entières. Oui, effectivement, vous voyez qu'à un moment, j'ai compris qu'il y avait le cache et que je l'ai retiré. Donc ici, on a les deux boules en mode portrait. Je lui donne la note de 1. Et ici, ah oui, je me rappelle, à un moment, la lumière des rayons du soleil sont arrivés, vous voyez, qui créent en fait ces lignes jaunes, hein. Il n'y a pas de traitement ici. Donc si vous voyez quelques minutes avant et après, vous voyez donc cette lumière qui est particulière et que je trouve intéressante. Donc un également, un personnage, deux boules, je regarde vite fait, non ça m'a pas l'air tout net, tout ça. Voilà, donc là maintenant je refais apparaître la barre de filtrage en appuyant sur dollar, la touche dollar, et je vais donc trier en fonction des attributs, c'est-à-dire toutes les photos auxquelles j'ai donné une note, une étoile ou plus. Donc là maintenant que les filtres sont activés, je vais un peu les agrandir. Donc on se retrouve ici avec 6, 12 photos. Et donc là je vais les passer en revue en grand et attribuer et éventuellement 2 étoiles maintenant à celle que je trouve mieux dans la série. Donc celle-ci est pas mal. Là c'est de travers, mais c'est pas mal. Mais bon, là c'est mal aligné. Là elle est plus proche, c'est déjà plus intéressant. Avec le personnage, moins. Il est flou. Avec les doubles, avec moi, non plus. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, je m'en rends compte maintenant, il y a des taches d'eau en fait sur l'objectif. Comme vous voyez, comme je vous le rappelle, j'étais à ras du sol et donc on ne voit pas ce genre de choses. Malheureusement, il va falloir résoudre ça en post-traitement. Ça, c'est pas mal encore. Et donc là, c'est avec les deux boules. Oui. Je pense que je vais opter pour une compo avec les deux boules. Donc 2.
et ici la même mais en mode portrait. Et là, ce qui rajoute vraiment le plus, c'est cette lumière qui est arrivée entre temps. Donc là, d'office, je vais lui donner 2. OK, et là c'est flou, donc X pour la rejeter carrément. Commande backspace, supprimer. Voilà. Donc maintenant, je me remets en filtrage, mais cette fois, je ne veux plus voir que les 2 étoiles. Il m'en reste que 2. Donc je vais les mettre côte à côte en comparaison. C. J'enlève les infos. Pas être distrait. Et là, j'aime bien celle de gauche en paysage. Peut-être que je la traiterai. Mais ici, vu que je vais en choisir qu'une, je vais opter pour celle de droite pour cette lumière particulière qui est arrivée dessus et qui va me permettre de beaucoup plus la mettre en valeur, je pense. Alors, donc, c'est celle-ci que je choisis. Donc, je passe en développement. Voilà. Première chose à faire, ça va être de désactiver la synchronisation automatique maintenant, ici en bas. C'est donc l'IRIX 11 mm. Donc quand un objectif n'est pas reconnu, allez voir dans la liste des marques. Voilà, ici on a IRIX. Et donc c'est pas le 15 mm, mais bien le 11. Voilà, et donc vous voyez qu'il a du coup appliqué une correction avant, après. Alors, on va ajuster l'exposition, puisque là, vous voyez que sur celle-ci, je n'avais pas besoin d'augmenter fort l'exposition, donc je vais simplement cliquer 2 fois sur le mot Expo. Voilà, alors, vous voyez que c'est un peu sombre. Donc on va monter, mais tout en surveillant l'histogramme. Voilà, j'appuie sur le petit triangle pour vérifier qu'il n'y a pas de zone surexposée. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je vais renforcer un petit peu les noirs. Donc je prends le curseur des noirs et je tire à gauche en maintenant la touche Option pour qu'il n'y ait pas d'écrêtage des noirs. Donc quand je vais trop loin dans les noirs, vous voyez des zones apparaître dans le blanc de l'image. Ça veut dire donc qu'à ce moment-là, j'ai dépassé ce qu'on appelle le point noir. Donc là, il est correctement fixé. Le point blanc, ben, j'y suis déjà, donc je ne vais pas trop monter. Alors, est-ce que j'ajouterai éventuellement un peu de clarté sur la scène ici? Très léger, voilà, allez-y mollo. Entre 10 et 20, en général, suffit amplement. Correction du voile. Ici, ça ne fait rien de particulier. Et maintenant, je vais passer tout de suite donc, à l'étalonnage pour appliquer le fameux effet teal orange, donc turquoise orange. On sait le faire en 2 clics. Si vous vous rappelez la Minute Lightroom, je vous avais déjà montré cette astuce. Il suffit de prendre le bleu primaire et le rouge primaire. Vous tirez le bleu primaire vers la gauche et le rouge primaire vers la droite. Et voilà, vous avez en 2 clics le look teal orange. Je vous montre avant, après. Donc vous voyez, ça donne déjà un look un peu futuriste à l'image. C'est un peu dans cette idée-là que j'ai envie d'aller. Alors, avant de passer dans Photoshop, qu'est-ce que je vais faire? C'est peut-être éclaircir un peu le reflet. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser un filtre radial. Hop, je maintiens Alt, je maintiens Shift pour tracer une boule. Voilà, je viens la positionner au-dessus de l'autre. Je vais la dupliquer, je clique droit, dupliquer. Donc vous voyez ici, je duplique bien le radial et pas le masque entier puisque je vais appliquer le même réglage. Donc là, je maintiens toujours Shift pour que le cercle reste bien centré. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire typiquement, c'est remonter un à un l'exposition afin qu'on voit quand même les boules parce que comme vous pouvez le voir, sans le masque, vous voyez qu'on ne les voit pas fort. Voilà, peut-être ajouter un soupçon de clarté également. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais regarder maintenant au niveau netteté, puisque je vous rappelle que normalement j'ai dû faire des photos avec la netteté, la mise au point faite sur l'arrière-plan, ce qui est le cas ici. Et donc il est possible que les boules ne soient pas très nettes. Voilà, vous voyez quand on se met à 100% niveau de zoom, c'est le niveau de zoom que je vous conseille toujours d'utiliser pour checker vos images, pour checker la netteté ou le bruit. Et donc là on s'aperçoit que c'est pas très net. Donc je vais aller voir si il y en a une autre qui a été prise cette fois avec la mise au point devant. Donc je rappuie sur G, j'enlève les filtres, commande ou contrôle
L comme Lily. Voilà. Et donc, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Voilà, c'est la 18 ici. Donc, on va regarder les précédentes ou suivantes. Donc, à partir du moment où j'ai shooté avec ces deux boules. Donc, apparemment, à partir de la 10, non, c'était pas la même position. À partir de la 11 ici, j'ai adopté la même position. Donc, je vais zoomer. Alors, pour pouvoir mieux visualiser, je vais faire le même réglage. Donc, commande Shift C. Je coche masquage, copier de la 11 à la 19, puisque je ne sais pas si j'en ai besoin ou pas. Je vais tout copier, commande Shift V. Ça revient au même que faire synchroniser, hein. C'est juste une autre manière de faire. Voilà, comme ça, elles ont le même traitement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'avais l'impression que l'effet n'avait pas été appliqué, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a que sur cette série de photos, de la 17 à la 18, qu'en fait, il y a les rayons de lumière. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas dans les autres photos ce côté orangé des rayons de lumière, parce que tout simplement, il n'y avait pas les rayons de lumière à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce que si je dois utiliser les deux versions, au final, ici, j'ai que la 19 et la 17 qui ont été prises au moment où il y avait cette lumière. Donc on va zoomer et voir où a été fait la mise au point. Alors ici c'est pareil, elle a été faite derrière. Je passe tout de suite à la suivante pour rester au même niveau de zoom, ce qui m'évite de zoomer et dézoomer. Et donc malheureusement, ouais, ça c'est encore pire. Et donc malheureusement, il n'y en a aucune qui a été prise avec la netteté devant sur les boules, alors que je l'ai fait auparavant dans les autres photos, comme vous pouvez le voir ici, où là j'ai bien fait la mise au point sur les boules. Mais donc la lumière qui est survenue à la fin était très furtive, si vous vous rappelez la vidéo partie 1 prise de vue. Et donc j'ai agi dans la précipitation. Je vous avoue également que j'étais assez fatigué à la fin de cet épisode et donc j'ai oublié de refaire une photo avec la mise au point sur les boules devant. Donc soit je vais aller rechercher une autre photo où il y a une mise au point devant, mais comme vous voyez, la position des boules n'est pas la même, puisque j'ai changé à partir de la 11. Donc ça risque d'être compliqué. Alors ce que je pense que je vais faire, parce que ce n'est pas non plus catastrophique, hein, quand vous le voyez à cette échelle-là, vous ne vous en apercevez même pas, je vais tricher et je vais ajouter de la netteté via l'intelligence artificielle. Je vais utiliser pour ça Topaz AI Sharpen et masquer après l'arrière-plan pour faire croire que les deux photos ont la même netteté. Donc, pour faire ça, je vais envoyer la photo vers Topaz. Alors, donc pour envoyer cette photo vers Topaz AI Sharpen, je clique droit et je fais modifier dans. Et là, je m'aperçois qu'il n'apparaît pas dans la liste des applications, donc il suffit d'aller pour ça dans les préférences, donc Lightroom préférences ou édition préférences si vous êtes sur PC. Et dans l'onglet édition externe, vous allez ajouter un logiciel. Donc pour ça, vous allez dans le deuxième ici, éditeur externe supplémentaire. Vous cliquez sur sélectionner et là vous allez localiser votre application, donc Topaz Sharpen AI. Voilà. Alors il vous demande comment il doit l'envoyer. Eh bien, vous avez le choix entre TIFF, PSD, JPEG. Je vais l'envoyer en TIFF, ProPhoto. Je reste en 16 bits et sans compression. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, il me suffit donc de faire un clic droit, modifier dans, et vous voyez qu'il apparaît ici. Hop, donc modifier une copie avec les corrections Lightroom. Alors, avant de faire ça, j'allais oublier quelque chose, je vais créer une copie virtuelle. Donc vous faites clic droit, créer une copie virtuelle, parce qu'on va lui enlever toute netteté. Donc j'appuie sur D, développement, détail, et par défaut, vous voyez que Lightroom attribue une certaine valeur de netteté, qui est ici 40, à tout fichier RAW. Donc, comme Topaz Sharpen AI va renforcer la netteté, le fait qu'il y a déjà un autre algorithme de netteté, ça risque de créer de mauvais résultats. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de mettre le gain de netteté à 0 lorsque vous envoyez vos fichiers, soit vers DxO Puro, soit vers Topaz, pour enlever le bruit ou la netteté. Voilà, donc cette copie virtuelle, je l'envoie donc vers Topaz. Hop, avec les modifications, sinon il n'y a plus les réglages évidemment. Voilà, et ici dans le modèle, alors je ne sais pas si on peut le mettre en français, dans les préférences, je ne crois pas. Je vous avoue que j'ai jamais fait attention vu que l'anglais ne me dérange pas. Peut-être qu'au moment de l'installation, il fallait choisir la langue, je n'ai pas fait attention. Donc ici, par défaut, là j'ai l'algorithme TooSoft
very blurry, ça veut donc dire trop mou, très flouté, et donc je me concentre uniquement évidemment sur la zone de la boule. Je vais cliquer ici sur Split View en haut pour voir une barre verticale qui me permet de voir l'avant-après. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas photo, ça marche pas mal du tout. Alors, ce qu'on va surveiller, c'est s'il n'y a pas des artefacts qui apparaissent, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Alors par contre, j'ai un peu des aberrations chromatiques, ça c'est lié en fait à mon traitement dans Lightroom. Donc en fait, je ferais mieux de les supprimer en amont, donc je vais annuler, close without saving, donc je n'enregistre pas. Et donc je vais venir ici enlever les aberrations chromatiques ou désaturer tout simplement le cyan sur cette zone. Ça se trouve donc dans correction de l'objectif. Voilà. Et donc on va passer en manuel. On va prendre la pipette et donc ça marche pas trop. Donc on va utiliser l'onglet TSL, saturation, et je viens donc sélectionner ici. Voilà, le bleu et cyan. Alors je ne vais pas le supprimer complètement, ce que je veux c'est atténuer cet effet qui était beaucoup trop prononcé. Voilà, donc maintenant je valide par Enter et je clique droit à nouveau, modifier dans Topaz AI, Sharpen AI, avec les corrections Lightroom bien sûr. Et voilà, donc là je n'ai plus ces vilains artefacts, j'ai atténué ce problème. Donc je regarde un petit peu, oui ça me semble pas mal. Donc il y a tout soft, out of focus, on peut essayer, on va tester un autre algorithme. Voilà, il recalcule, c'est pas mal. Je vais remettre l'autre pour voir. Ouais, celui-ci m'a l'air plus propre. Donc je vais appuyer celui-ci. Alors en même temps il supprime le bruit, même s'il n'y en avait pas vraiment. On peut faire une sélection ici normalement, puisqu'il détecte les sujets, on va voir ce que ça donne. Sinon, de toute manière, je ferai moi-même le masque dans Photoshop. Donc vous voyez qu'ici, la sélection n'a pas trop marché. Il a laissé une partie de la boule nette et l'autre brillante. Donc je vais désactiver la sélection et l'appliquer à l'ensemble. Je clique sur Apply. Voilà. Et donc le fichier s'appellera modifier-2.tif. Donc voilà, j'ai ma version ici non renforcée et la version avec la netteté ajoutée sur les boules. Donc on va les envoyer toutes les deux dans Photoshop. Alors, pas besoin d'envoyer en tant qu'objet dynamique puisque je ne vais pas réintervenir sur le RAW. Donc je clique droit après avoir sélectionné les deux photos et je choisis l'option ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Hop. Voilà donc les deux photos. Alors je vais placer celle qui a été renforcée dans Sharpen ici par-dessus. Voilà. Et je vais venir zoomer, désactiver l'œil pour voir. Alors vous voyez qu'il a renforcé également l'arrière-plan. Donc éventuellement ce que je peux faire, je peux profiter de ce renforcement qui donne assez bien. Hein. Pour donner l'impression que les boules sont plus nettes, je vais le masquer partiellement. Donc pour ça, je vous explique. Je vais d'abord créer une sélection ici des boules. Donc pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser l'outil ellipse ici. Donc vous appuyez longuement sur l'outil rectangle de sélection, vous verrez qu'en dessous il y a l'ellipse. Voilà, je me mets plus ou moins au centre, je maintiens Alt, la touche Alt Option et Shift enfoncé pour tracer un rond parfait. Alors vous inquiétez pas si ce n'est pas parfaitement centré directement, on va pouvoir modifier ça. Donc ensuite je vais dans Sélection et transformer la sélection. Alors maintenant, je vais réduire la taille du cercle. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Je valide, Q, OK. Et je vais sélectionner la deuxième boule. Donc pour ça, soit je maintiens Shift et j'arrive à tracer correctement la boule. Le souci, c'est qu'en fait, après si je veux modifier la sélection, ça va modifier celle de gauche aussi. Je vous montre, comme ça vous comprenez ce que je raconte. Je fais Option Shift, voilà. Imaginons que je trace ma boule comme ça. Déjà, je ne peux pas maintenir Option et Shift, puisque vous voyez qu'en fait, c'est des touches attribuées aux opérations sur les sélections, donc c'est-à-dire faire l'intersection, etc. Donc, je n'arrive pas à tracer du centre. Bon, ça, c'est pas encore très grave, mais regardez.
Si je fais ma sélection en maintenant Shift et qu'après je veux la bouger, ben, les deux bougent ensemble. Donc la solution, ça va être d'enregistrer cette première sélection. Donc vous allez dans Sélection, mémoriser la sélection, car il est possible d'enregistrer ces sélections. Et on va lui donner un nom, grosse boule. Voilà. Et donc maintenant, je peux créer une deuxième sélection, indépendamment de l'autre. Donc là, je maintiens donc Shift et Option enfoncée pour tracer un beau cercle en partant du centre. Je relâche la souris, hop, je peux déplacer la sélection, comme vous pouvez le voir. Ça m'a l'air plus ou moins bien sélectionné. Je vais agrandir un petit peu, donc je vais dans Sélection, transformer la sélection. Je maintiens bien la touche Option pour redimensionner à partir du centre. Je re-rentre un petit peu à l'intérieur, voilà. OK, Q pour voir, OK, c'est bon. Et donc maintenant, je vais ajouter la première sélection. Donc pour ça, je vais dans Sélection et cette fois, je choisis Récupérer la sélection. Voilà. Alors, laquelle? Eh bien, ma couche grosse boule, non pas comme une nouvelle sélection, mais ajoutée à la sélection déjà existante. Et donc, je vais avoir mes deux boules sélectionnées. OK, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez enregistrer cette double sélection si jamais vous voulez la réutiliser plus tard. Mais ici, ce n'est pas ce que je vais faire, puisque je vais simplement masquer, transformer donc cette sélection, ces pointillés en masque en cliquant ici en bas sur Ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc vous voyez à présent mes deux boules. Donc on ne voit la netteté que dans les deux boules. Alors on va ajouter un peu de contour progressif parce que vous voyez que le contour est très tranchant. Donc on va lui mettre par exemple 2-3 pixels. Voilà, c'est beaucoup plus soft. Évidemment, ce rayon est dépendant de la résolution de votre image. Donc maintenant, on va zoomer et on va regarder un petit peu. Donc maintenant, en fait, vous voyez, la boule paraît plus nette que le fond. D'ailleurs, si je désactive le calque, vous voyez que normalement c'était l'inverse. Et grâce à Topaz et à Sharpen, on a inversé cette tendance. Néanmoins, j'aimais bien que Topaz avait également renforcé l'arrière-plan. Mais pour maintenir cette relation que la boule paraît plus nette que le fond, je vais jouer sur la densité du masque. Donc en fait, ce que vous voyez à présent, si je fais Alt ou Option clic sur le masque, blanc laisse passer le réglage, noir ne le laisse pas passer du tout. Or, moi, je voudrais qu'il le laisse un peu passer, par exemple à 50% derrière. Donc, comment je peux arriver à 50%? Eh bien, il suffit de jouer sur les options, les propriétés du masque. Donc, vous cliquez sur le masque et vous avez donc la fenêtre ici, propriétés du masque, et vous allez baisser la densité. La densité, c'est l'opacité du masque, en fait. Je vous montre. Et vous allez voir que le noir va devenir gris. Ça veut dire que si je le mets à 50%, il laisse passer le réglage dans les zones grises qu'à 50%. Dans le blanc, dans les zones blanches, il le laisse passer à 100%. Donc Alt-clic maintenant. Et donc, vous pouvez voir, il y a un renforcement des deux, mais ce sont les boules qui paraissent les plus nettes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Commande 0 pour repasser en adaptatif. Donc ça, au niveau de la fusion, maintenant c'est réglé. Donc je vais regrouper les deux dans leur calque. Commande ou CTRL G, fusion. Fichier que je vais enregistrer. Alors pour éviter de me retrouver encore avec un troisième fichier TIFF ou PSD, je vais enregistrer, écraser donc le modifier 2.TIFF puisque de toute manière il est contenu ici et qu'il y a un masque, donc c'est non destructif si jamais je voulais récupérer le fichier modifié dans Topaz. Donc je vais faire juste commande ou CTRL S. Enregistrer, il va me dire qu'il existe déjà. Oui, remplacer. Alors ici, je choisis la compression LZW. Il me dit qu'évidemment, si je mets les calques, ce sera plus lourd, mais c'est ce que je veux pour pouvoir éventuellement réaccéder au fichier original si jamais je constatais qu'il y a un artefact quelque part ou truc du genre. Maintenant, ce qui me dérange encore dans l'image, c'est ce câble, enfin ce truc, ouais, c'est un câble, et alors qu'on voit le bâtiment ici à droite. Donc comment je peux faire? Eh bien, on va simplement recadrer, je crois que c'est la solution la plus simple ici. Commande 0, C pour activer l'outil crop. Donc je vais m'assurer de bien maintenir le format d'origine qui est 2/3, voilà. Et je vais maintenir Alt, option enfoncée pour conserver les boules au centre. Voilà, là j'élimine le problème. Vous voyez que du coup ici, l'espèce de V part bien du bord et je ne fais pas toucher le bord ici. C'est pas mal comme ça. Alors si je peux encore faire partir la diagonale ici, ce serait encore mieux. On va voir si on y arrive en
Voilà, baissant un peu l'image. Voilà, là c'est nickel. Je valide par entrée. À noter d'ailleurs que je n'ai pas coché supprimer les pixels rognés, ce qui me permet, si je réactive l'outil recadrage, de réaccéder, si je le désire, aux pixels originaux. Si vous cochez supprimer les pixels rognés, il les efface vraiment. Voilà. Alors, à présent, je vais m'intéresser donc au nettoyage de l'image, car comme vous pouvez le voir, malheureusement, il y a pas mal eu de gouttes d'eau sur l'objectif. Donc on a ici une perte de contraste et vous voyez que ce problème a lieu à plusieurs endroits de l'image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai malheureusement pas vu sur le terrain. Vous vous rappelez que les conditions de prise de vue étaient assez difficiles à ras du sol et donc c'est le genre de choses que malheureusement vous ne voyez pas sur un petit écran de Live View. Donc je vais regarder dans Lightroom si par hasard dans les autres photos que j'ai prises, il y en a où il n'y a pas cette tâche, mais j'ai l'impression que toutes celles que j'ai prises, voilà, à ce moment, avaient déjà la tâche dessus. Donc malheureusement, il va falloir nettoyer ça dans Photoshop. Donc je vais essayer de voir quelle serait la méthode la plus appropriée. Donc on peut évidemment dupliquer de la matière. À certains endroits, ça va être quand même compliqué parce que vous voyez par exemple ici le câble ne suit pas parfaitement le tuyau. Mais bon, on peut essayer. Alors, pour ça, je vais créer un nouveau calque. Commande Alt-Shift-N, S, pour activer l'outil tampon. Je vérifie bien que je suis en mode normal. Flux à 100% et échantillonner tous les calques, sinon ça ne marchera pas sur un calque transparent. Option ou Alt-clic sur un endroit et je viens tenter ici de recouvrir cette zone-là. Alors comme vous voyez, comme c'est en perspective, ça devient de plus en plus petit. Or le tampon ici, la zone prise comme source par le tampon reste identique. Donc on a deux solutions. Soit on réduit la taille de l'échantillonnage. Alors ça, vous pouvez le faire ici dans les propriétés de la source de duplication. Vous voyez qu'ici, vous avez donc un curseur qui vous permet donc de définir la taille. Voilà, vous voyez, je vais la réduire très fort comme ça, vous voyez plus concrètement. Voilà, vous voyez que maintenant, ce que je déplace ici est beaucoup plus petit. Veillez évidemment à avoir coché ici la petite chaîne, sinon les proportions ne seront pas conservées. Mais vous voyez que faire des allers-retours entre cette boîte de dialogue et chaque fois la zone à recouvrir va être complexe. Alors il existe un raccourci clavier que malheureusement je ne trouve pas très facile à utiliser, mais je vais vous le donner. Donc il s'agit de la touche Option ou Alt Shift, donc majuscule, et vous appuyez sur virgule ou point virgule. Alors vous voyez, là je suis en train d'appuyer sur virgule, et vous voyez mon tampon, la zone de mon tampon rétrécir. À l'inverse, si j'appuie sur point virgule, elle augmente. Alors évidemment, c'est à voir en fonction de la configuration de votre clavier. Il est possible que chez vous, ce ne soit pas tout à fait identique au niveau des touches. Alors, à noter par la même occasion, tant que j'y suis, que vous pouvez également faire tourner le tampon. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité d'influer sur l'angle. Mais à nouveau, vous voyez, ce n'est pas très pratique quand vous devez chaque fois faire un aller-retour entre la boîte de dialogue et la zone à recouvrir. Donc idem, il y a un raccourci clavier, c'est les deux mêmes touches de modification, c'est-à-dire Alt-Shift, mais cette fois c'est la touche CD, si je me rappelle bien, ouais, c'est CD où il y a le 9 sur le clavier, et la touche A avec accent aigu pour faire tourner dans le sens horaire. Donc ça fait un peu de gymnastique avec les doigts, mais en tout cas c'est mieux que de passer chaque fois vers la boîte de dialogue. Donc on va essayer avec cette méthode-là. Donc voilà, je vais essayer de recouvrir ici cette zone. Alors comme vous voyez, il faudrait que la zone soit un rien plus petite, style 98%. Eh bien, option Shift et virgule. Voilà. Et là, ça colle quasi. Encore moins. Voilà, vous voyez l'avantage là, c'est que je reste sur la zone tout en utilisant le raccourci clavier. Hop, je clique. Alors, le fait qu'il est sur son calque indépendant me permet toujours de le bouger par après avec les flèches du clavier, avec les flèches haut, bas du clavier, voire même, si
c'était pas assez précis, de le redimensionner. Donc par exemple ici, voilà, je peux ajuster. Et vous voyez que c'est chaud, hein. Donc ici, ça colle pas tout à fait. Bref, je risque d'y passer beaucoup de temps. Je vais essayer une autre méthode. Donc ici, cette méthode pourrait fonctionner évidemment dans des sujets moins complexes, mais ici, vous voyez que c'est particulièrement difficile. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de travailler avec le filtre point de fuite, qui permet donc de définir des plans en perspective et donc de cloner directement en perspective. Mais ici, par exemple, vous voyez qu'il y a différents plans, c'est-à-dire que c'est comme un cylindre, donc ce n'est pas juste des parois verticales ou obliques, c'est une succession de parois, mais qui ont une rotation, ce qui fait que je ne peux pas dessiner malheureusement un seul plan, mais il faut presque faire un plan ici par grille. Mais on va essayer, c'est toujours intéressant de tester. Donc j'efface ce calque-là, j'en recrée un nouveau, et je vais dans Filtre, Point de fuite. Alors, vous avez un outil ici en haut à gauche qui s'appelle l'outil Création de plan, raccourci C, et donc on va zoomer dans son image. En fait, on va définir donc un plan de perspective, donc on va l'arrêter ici. Voilà, on va suivre l'orientation des lignes. Ah oui, il me faut le tuyau avec. Ok, donc n'hésitez pas à zoomer, hein, parce qu'il faut être assez précis. Voilà, on va suivre l'angle formé par le tuyau. Ok, et ici je vais prendre également le haut. Voilà, donc une fois que vous avez tracé comme ça les 4 points, vous avez une grille qui apparaît. Si elle est en bleu, ça veut dire que votre plan est correct pour Photoshop. Alors, vous pouvez déplacer les points. Voilà, essayez de bien faire correspondre les lignes. Ou sinon, quand vous allez cloner, si ce n'est pas la même perspective, ça va se voir directement. Alors, je peux encore un peu ajuster. Donc, vous voyez, malgré que Photoshop le met en bleu pour dire que c'est correct, vous voyez que rien ne remplace ici la vérification visuelle. Hein. Ok, là ça me semble assez correct. À noter que vous pouvez modifier la taille de la grille, donc des carreaux ici, bleus, si jamais vous les trouvez trop présents ou pas assez. Si vous diminuez la taille de la grille, vous allez avoir plus ou moins de carrés qui vont donc vous permettre d'être plus précis. Vous voyez qu'on peut aller très loin dans la précision. Voilà. Donc maintenant, vous avez également dans ce filtre un outil tampon, S. Voilà, du coup la grille disparaît, mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours présente. Et donc ici, idéalement, je vais venir chercher une zone qui n'est pas trop loin de la zone à recouvrir. Quand j'appuie sur Alt ou Option, vous voyez qu'il y a une croix, ce qui me permet d'être assez précis et donc bien venir sélectionner voilà, ce bout-là. Alors, je vous montre, vous voyez qu'au plus je m'éloigne de la source, au plus ça rétrécit. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que ça permet de le faire automatiquement. Donc on va voir ici si ça fonctionne. Ce n'est pas garanti non plus. Voilà, ici ça semble plus ou moins correct. Alors il ne faut pas avoir Parkinson avec cette méthode. Voilà, là c'est pas mal. Ok, là vous voyez le contraste revenir. Ok. Alors, comme le résultat va se retrouver sur un calque séparé, vous ne devez pas avoir trop peur de commettre des erreurs, puisque vous pourrez toujours venir le masquer par après. Parce que vous voyez ici, il est en train de redupliquer la zone justement de flou. Donc, je viens reprendre ma source ici, option clic gauche, et cette fois, je vais venir tenter de corriger ça ici. Alors, comme je vous l'ai dit, ne vous tracassez pas pour la zone en haut, puisque on peut toujours masquer par après. Voilà. Donc là en bas, c'est pas très bon, donc on va venir solutionner ça par après. Ici par contre c'est bon pour le tuyau, on retrouve du contraste. Ah, vous voyez qu'ici la transition n'est pas parfaite, hein. C'est parce qu'en fait le câble ici est plus gros, puis plus fin, il varie en diagonale, etc. Donc c'est pas évident hein, à recouvrir. Donc comme vous pouvez le voir, on peut y arriver avec cette méthode. Hein. Vous voyez que c'est juste une question de patience, puisqu'il me suffit de m'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à obtenir un bon résultat. Donc je vous montre hein, ce qu'on peut faire en validant par OK. Vous voyez donc que le résultat est sur son propre calque. Et donc, on fait un petit avant-après. Voilà, vous voyez que la zone ici est beaucoup mieux maintenant contrastée. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours masquer.
créer un masque, vous venez zoomer dans l'image, vous prenez un pinceau noir. Alors ici, je vous conseille peut-être de travailler avec un bord assez plus dur. Donc, j'augmente la dureté. CTRL, ALT, clic gauche sur Mac en baissant de haut en bas. Voilà. Et donc, par exemple, alors il faut déjà que je vois où ça clochait. Voilà, vous pouvez, ici par exemple, là, en bas, vous voyez qu'il y a des pixels un peu bizarres. Commande H pour cacher la grille de pixels qui s'affiche quand vous zoomez très fort. Voilà. Et vous voyez donc avec un pinceau, je viens peaufiner le masque pour faire en sorte que ça soit plus cohérent. Voilà, après vous voyez que c'est chaud et que ça va prendre pas mal de boulot, mais c'est tout à fait possible. Donc ici, je ne vais pas évidemment passer mon temps à vous montrer l'entièreté, c'est juste je vous ai montré donc deux techniques. Un, le tampon en utilisant la fenêtre de propriété source de duplication qui vous permet donc de modifier soit la taille de ce que vous échantillonnez, soit sa rotation. Je vous rappelle le raccourci clavier Alt Shift virgule ou point virgule pour diminuer ou augmenter la taille de l'échantillonnage, de la zone échantillonnée, ou Alt Shift CD et A accent aigu pour faire tourner la zone d'échantillonnage dans le sens anti-horaire ou horaire. Et donc quand ces méthodes-là ne suffisent pas, vous pouvez toujours tenter donc le filtre point de fuite en créant d'abord un calque vide. C'est important pour pouvoir ensuite le masquer ou voire même transformer. Alors, autre méthode à laquelle je suis occupé à penser, on peut éventuellement tenter de recouvrir la zone en prenant par exemple avec le lasso polygonal toute une zone. Voilà, ici je vais zoomer. Donc là je crée un nouveau calque vide déjà. Commande Alt Shift N. Et je vais prendre ça ici, tout ce bloc qui est lui impeccable. Alors évitons de prendre une partie où il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc je prends vraiment une zone qui est la plus uniforme possible. Ok. Je vais m'arrêter à ce barreau là. Voilà. Ok. Et donc ça, je vais le dupliquer sur son propre calque. Donc je fais édition, copier avec fusion et édition coller. Commande V, c'est pareil. Et donc maintenant, vous voyez, j'ai ce petit bout ici qui est sur son propre calque. Alors V pour activer l'outil déplacement et je viens tenter de recouvrir la zone problématique. Alors, comme vous voyez, évidemment, elle n'a pas diminué en taille. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser l'outil transformation. Commande ou CTRL T. Et avec la touche commande ou contrôle sur PC, vous pouvez venir modifier indépendamment chacun des angles. Donc vous tirez les coins, voilà, hop, et on vient ici, ok, et idem ici, voilà. Et ensuite, ainsi de suite, soit vous reprenez la sélection originale, soit vous pouvez le dupliquer par exemple, et venir ensuite compléter le bout de grille. À nouveau, vous redimensionnez, commande ou CTRL T. On peut redimensionner l'ensemble également. Là, ici, la difficulté, c'est de faire en sorte qu'il y ait la continuité. Enfin bref, vous avez vu que c'est possible. Ça peut prendre énormément de temps, évidemment. Mais c'est une méthode qui nous permettrait, au final, voilà, d'arriver à effacer ces tâches. Évidemment, ici, c'est un sujet très complexe avec toutes ces fins détails de gris, donc pas de chance. Donc évidemment, si dans le cas d'un sujet moins complexe, ça prendrait moins de temps. Donc ce sont des solutions alternatives que je vous ai présentées. Donc au final, je vous en ai présenté trois. Le tampon en rotation et redimensionnement de la source d'échantillonnage. Le tampon en point de fuite qui nous permet donc de tamponner en perspective. Et troisième méthode, le puzzle, vous venez découper au lasso polygonal des zones que vous venez recoller et redimensionner en maintenant la touche contrôle ou commande pour pouvoir bouger indépendamment chacun des coins de l'outil transformation. Voilà, j'espère que vous aurez encore appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de commenter et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore afin d'être notifié des prochaines vidéos.
D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!